Bonjour à tous, en cette période de reconfinement, je propose une vidéo qui est un peu d'actualité, j'ai envie de dire, des idées de films à regarder, alors sous un plaid ou non. Moi je regarde tout le temps les films sous un plaid et d'ailleurs je passe la moitié de mon temps chez moi dans ce plaid. L'idée de cette vidéo, en fait ça va faire un peu youtubeuse de dire ça, mais c'est une vidéo qui m'a été demandée à la suite de mes 2 vidéos sur la lecture. Dans la seconde vidéo, je proposais des conseils pour les gens qui ont envie de découvrir les œuvres classiques pour tout un tas de raisons. Ça peut être par curiosité personnelle ou pour se protéger parce qu'on est dans un environnement où on sent qu'on aurait besoin de détenir cette culture pour ne pas ressentir de honte ou quoi. Enfin, toutes les raisons sont possibles et valables, mais quand on a envie de découvrir les œuvres classiques de la littérature et que de prime abord on se sent un peu désemparé et on sent que c'est un peu hermétique pour nous, eh bien on peut avoir recours à un certain nombre d'astuces en fait pour dépasser cette peur et accéder aux œuvres. Et parmi les astuces, effectivement, je donnais celle de regarder des adaptations cinématographiques des œuvres. Et moi, c'est une astuce qui m'a aidée à une époque, il y a à peu près 10 ans. Ça comporte ses limites, bien sûr, mais ça peut être utile. Et la manière dont j'utilisais, moi, cette astuce, c'est que je regardais les adaptations en lisant, soit l'œuvre entière, soit des passages. Donc je regardais l'adaptation, puis je lisais, ou j'entrecoupais. Je regardais un morceau d'adaptation, je lisais un morceau, un autre morceau d'adaptation, je lisais un autre morceau, etc. Et j'avais l'impression d'être un peu accompagnée du coup dans ma lecture. Et je pense que ça m'apportait 2 choses principales. D'une part, face à un texte qui pouvait me sembler hermétique, ça me rassurait d'être sûre de bien comprendre, ne serait-ce que la trame du récit en fait. Ça me déchargeait un peu de ce poids d'avoir peur de ne même pas comprendre le récit pour pouvoir approfondir ma lecture et faire de la place pour cette démarche critique en fait. Et puis ça donnait aussi un regard, le regard du réalisateur et des comédiens sur cette œuvre, qui n'était pas forcément le mien ensuite, par la suite, mais qui était un regard proposé, et qui me permettait moi-même de me positionner par rapport à ce regard, et donc d'avoir ma propre opinion, même si elle était timide, sur l'œuvre. Et dans cette première vidéo, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre un ordre chronologique de parution des œuvres. C'est un choix comme un autre, il fallait choisir. Et donc dans cette première vidéo, on va se concentrer sur 16e, 17e, 18e, avec 2 œuvres en tout début du 19e siècle, mais qui appartiennent plus à du 18e en fait. Et ensuite, dans la seconde vidéo, je pense que je resterai que sur le 19e, et dans la troisième vidéo, qui sera sûrement ma préférée, que du 20e. Alors on commence tout de suite avec la première œuvre, le premier film, La Princesse de Montpensier. Donc La Princesse de Montpensier, qui est dans mon édition de La Princesse de Clèves, c'est une nouvelle qui a été écrite par Madame de La Fayette en 1662. Une nouvelle de 40 pages, qui pour info se lit assez bien. Je dirais pas forcément ça de La Princesse de Clèves, mais La Princesse de Montpensier se lit bien, puis le fait que ce soit court, que ce soit une nouvelle, ça peut aussi faciliter la lecture pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude. Le film dont je vais vous parler, c'est le film de Bertrand Tavernier, qui est sorti, je pense en 2010, 2008-2010, j'ai noté quelque part, 2010, avec Mélanie Thierry dans le rôle de la princesse de Montpensier, Grégoire le Prince Ringuet dans le rôle du prince de Montpensier, Lambert Wilson dans le rôle du comte de Chabannes. Alors je vais commencer par faire un petit résumé quand même de l'action pour celles et ceux qui ne connaissent pas la princesse de Montpensier. Alors l'action se déroule sous le règne de Charles IX et on suit l'histoire de cette princesse sur fond d'histoire de guerre entre catholiques et huguenots. Donc on est entre 1566 et 1572, la Saint-Barthélemy. Comme toujours chez Madame de La Fayette, on a la vie intérieure du personnage principal et le contexte politique en miroir. La princesse de Montpensier, c'est une riche héritière. Elle est amoureuse depuis l'enfance de Henri de Guise, et normalement elle était promise à son frère, mais finalement elle va être mariée à Montpensier pour des raisons politiques. Donc elle subit tout ça en tant que meuf, forcément. Son mari est jaloux, très possessif, et puis il est absent par ailleurs. Donc pendant son absence, il la laisse avec un précepteur, le comte de Chabannes. Et ce comte de Chabannes, c'est vraiment le personnage vertueux de la nouvelle, l'exemple à suivre. L'humain avec certes ses faiblesses, mais toujours dans la vertu. La princesse, dans tout ça, elle essaye de se libérer de la tristesse qu'elle a d'avoir été éloignée de celui qu'elle aime, Henri de Guise.
Et puis elle doit se dépêtrer aussi avec le fait que tous les hommes autour d'elle la convoitent, la draguent ouvertement, l'oppriment. Shaban tombe aussi amoureux d'elle, mais en personnage hautement vertueux, il saura se sacrifier et lui porte un amour très pur. Il va d'ailleurs par amour l'aider à passer une nuit avec Guise en se sacrifiant lui-même. Alors je vous passe pas mal de péripéties, mais en gros à la fin la princesse va essayer d'aller annuler les fiançailles de Guise en s'offrant à lui pour de bon, en dépit de sa réputation du coup, parce elle est prête à aller jusque-là. Mais Guise, lui, n'est pas prêt à aller jusque-là, donc pour le coup, il la lâche. Shaban va mourir, et la narratrice finit en disant que la princesse perd à la fois l'estime de son mari, parce qu'elle est allée donc essayer d'annuler les fiançailles de Guise, l'amour de son amant, puisque Guise ne l'a pas suivi dans cette démarche, et l'amitié fidèle de Shaban qui s'est sacrifié pour elle. Et finalement, du coup, elle crève. Alors déjà, quelques mots sur l'œuvre, avant de parler du film. Moi je suis pas fan de Madame de la Fayette et il y a 10 ans je me rendais pas forcément trop compte de ça et je me laissais un peu berner par le fait que c'était un classique de la littérature et puis comme c'était écrit par une femme, bon voilà, ça devait être féministe, ça devait être bien, puis c'est vrai que de prime abord le personnage féminin de la princesse de Montpensier cherche à lutter, à s'émanciper, elle ose aller essayer de rompre les fiançailles de son amant. Mais le regard que porte la narratrice sur ce personnage me convient pas du tout, et la morale de l'histoire me parle pas du tout non plus. C'est-à-dire que la morale de l'histoire c'est quoi? J'ai noté la phrase bien connue, Madame de Montpensier aurait été sans doute la plus heureuse des princesses si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. Donc en gros on juge qu'elle n'a pas été assez vertueuse, qu'elle n'a pas été assez prudente, qu'elle a fait des mauvais choix. Mauvais choix en ne se libérant pas de sa passion envers Henri de Guise, en passant une nuit avec lui, en allant essayer de rompre ses fiançailles, etc. Franchement, en fait moi je suis pas d'accord quoi, enfin je suis pas d'accord, elle est pas malheureuse parce qu'elle a fait des mauvais choix, je considère qu'elle est malheureuse parce qu'elle est dans une société de merde, enfin concrètement qu'elle est dans une société patriarcale de merde où à aucun moment elle est libre de ses choix, justement à aucun moment elle est libre de décider de sa vie, et elle se fait en plus méga opprimée par les hommes autour d'elle. Et le seul moment où elle fait un choix, justement, c'est ce moment où elle passe une nuit avec son amant, et c'est le seul moment de sa vie de bonheur plein et entier, en fait, du coup, de moment de liberté, de décision, et où elle suit son envie. Et voilà, et elle présente Shaban comme l'être vertueux, l'exemple à suivre, celui qu'on peut admirer, prendre en pitié. Shaban, oui, certes, il est très vertueux, mais dans le sacrifice de soi en permanence. Et donc on a le droit d'admirer celui qui se sacrifie, mais on ne peut pas admirer la princesse qui tombe dans les affres de la passion. Voilà, ça me semble être une morale très ascétique qui moi me parle pas trop. Et du coup, ouais, j'adhère pas trop, ce sera un peu pareil pour la princesse de Clèves, même si c'est, enfin, voilà, la démarche est encore un peu différente, mais cette vision absolue de l'amour inentaché, cette morale très sacrificielle, ce regard porté sur la princesse qui, à mon avis, est injuste en fait, font que je suis très critique de cette œuvre de manière générale. Et quant au film, alors le film... moi, il me convient bien. Alors, on est parti d'une nouvelle de 40 pages pour faire un film, je crois, de plus de 2 heures, donc forcément, voilà, ça... Il y a du rajout un peu, ou en tout cas, c'est un peu étiré dans une certaine mesure. Je crois par exemple qu'à un moment donné, il envoie une lettre, Shaban envoie une lettre à la princesse à la fin, je crois pas qu'elle existe dans la nouvelle, il y a pas mal de choses comme ça. Mais de manière générale, je trouve que les acteurs sont justes. Lambert Wilson dans le rôle de Shaban est absolument parfait, très convaincant. Mélanie Thierry, je trouve qu'elle fonctionne très bien aussi dans La princesse de Montpensier. Ouais, les acteurs sont bien, le film est assez scolaire, il suit assez précisément la nouvelle. Et du coup, voilà, moi je trouve que c'est pas mal et ça, enfin, du coup ça se prête très bien à une lecture accompagnée pour quelqu'un qui veut découvrir l'œuvre de Madame de la Fayette. Alors, deuxième œuvre et deuxième film, Bérénice de Racine. Donc cette pièce a été présentée pour la première fois en 1670, hein, c'est une tragédie historique de Racine, et le film dont je vais vous parler c'est l'adaptation de Jean-Daniel Vérag,
avec Carole Bouquet qui fait Bérénice, Depardieu qui fait Titus et Jacques Weber qui fait Antiochus. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Bérénice, je vais faire aussi un petit résumé. Alors dans la préface de la pièce, Racine résume la pièce et c'est assez connu donc je vous le partage. Titus, qui aimait passionnément Bérénice et qui même à ce qu'on croyait lui avait promis de l'épouser, la renvoya de Rome malgré lui et malgré elle dès les premiers jours de son empire. En fait, Racine dans cette pièce va vraiment supprimer tous les événements qui pourraient faire de l'ombre à l'unique action du drame, l'annonce par Titus du choix qu'il fait de quitter Bérénice. Donc en gros, il ne se passe rien d'autre que cette tristesse, que cette tragédie. Alors dans l'acte 1, Antiochus annonce à Bérénice qu'il est amoureux d'elle, qu'il l'aime en secret depuis 5 ans, et du coup qu'il est méga triste de l'avoir épousé Titus. Elle est un peu choquée par cette annonce et tout, parce qu'elle pensait que c'était son ami depuis toujours, machin, et elle le laisse partir. Dans l'acte 2, Titus se décide à sacrifier Bérénice à sa propre gloire, parce qu'en fait l'opinion de Rome n'est pas favorable à ce mariage. Mais face à Bérénice, il se comporte comme un gros naze et il n'a pas le courage de lui dire. Dans l'acte 3, pour le coup, Titus le dit à Antiochus, il explique à Antiochus sa décision. Et dans un second temps, Bérénice va forcer Antiochus à lui parler, parce qu'elle voit bien qu'il sait quelque chose, mais dans un premier temps, elle ne le croit pas. Dans l'acte 4, Bérénice et Titus s'expliquent, elle s'effondre totalement, Titus il hésite mais il cède pas, donc on sent en gros qu'il l'aime vraiment mais manifestement en tout cas pas assez. Et à la fin de l'acte 5, tous s'expliquent, tous veulent mourir, et puis finalement ils se séparent et vont vivre avec cette tristesse. Alors je suis un peu biaisée dans mon avis sur cette pièce parce que c'est la première pièce de Racine que j'ai lue, et à l'époque, j'avais vécu un peu une épiphanie, enfin j'avais vécu un moment d'esthétisme très fort parce que je découvrais Racine et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et j'avais pu trouver ça magnifique aussi parce que je regardais l'adaptation en même temps. Donc moi j'ai vraiment un souvenir très précis de ce moment. J'étais en terminale et enfin c'était en fin d'année parce que je voulais un peu préparer la prépa. Et donc j'avais trouvé le DVD de cette adaptation de Verhaeghe à la médiathèque. Et donc je regardais l'adaptation en même temps que je suivais du coup le texte dans le livre. Et j'avais trouvé ça vraiment magnifique, hein. Racine c'est beau, à la fois dans le fond, la psychologie des personnages est très fine, très puissante, et puis dans la forme, parce que la versification est magnifique. Pour autant, aujourd'hui, je sais pas si je lisais ça, si je découvrais ça aujourd'hui, je sais pas vraiment ce que j'en penserais, ça reste une pièce qui est assez vide. Après on peut du coup trouver ça très beau parce que c'est vide, c'est ce que j'avais ressenti, mais bon, ça reste quand même assez vide. Et puis par ailleurs c'est assez complaisant envers Titus qui se comporte quand même comme un gros con envers Bérénice. Et ils peuvent pas être mis sur le même pied d'égalité, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a l'impression que c'est une tragédie malgré lui, malgré elle. Malgré lui, oui et non quoi. Enfin c'est un peu plus compliqué que ça en tout cas et il se retrouve quand même en position de force. Donc c'est peut-être un peu complaisant envers Titus quoi. Mais bon, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'adaptation. Je sais pas trop... moi, pareil, là je suis un peu biaisée parce que cette adaptation m'avait permis de rentrer dans le texte à l'époque, alors que de prime abord c'était très hermétique pour moi. Dans mes souvenirs, c'est plutôt bien. C'est à mi-chemin entre le théâtre et le cinéma, parce que y a très peu de décors. C'est pas du théâtre filmé sur scène, mais voilà, c'est presque comme du théâtre quoi. Il y a très peu de décors et les comédiens jouent comme au théâtre. Mais il me semble en tout cas que tout le monde est très juste et j'ai un souvenir particulièrement marquant de l'interprétation de Carole Bouquet en Bérénice qui à mon avis est vraiment pile Bérénice quoi. C'est-à-dire jonglant entre une tristesse très franche et très dure à contenir et en même temps cette dignité de reine qu'elle veut conserver. Et je trouve qu'elle était vraiment très bonne. Antiochus aussi, très bon. Non pas que Titus est mauvais, hein, loin de là, mais j'ai un souvenir particulièrement marquant de ces deux personnages. Alors on retourne chez Madame de la Fayette, cette fois-ci avec La Princesse de Clèves, qui est l'œuvre bien sûr la plus connue, très connue de Madame de la Fayette. On parle d'histoire, c'est pas un roman, c'est une histoire, et c'est paru en 1678.
Le film dont je vais parler, c'est La Belle Personne de Christophe Honoré. Pour le coup, film sur lequel j'ai une opinion plus que réservée, on va dire. C'est un film qui est sorti en 2008 et qui se propose d'adapter La Princesse de Clèves à l'époque contemporaine, de la transposer à l'époque contemporaine. On a Léa Seydoux qui joue la Princesse de Clèves, Junie, dans le film. Grégoire le Prince Ringuet qui, encore une fois, fait le rôle du mari, donc le prince de Clèves, Otto, dans le film. Et Nemours est joué par Louis Garrel. Alors, dans le livre, l'histoire se déroule entre 1558 et 1559, et on suit Mademoiselle de Chartres, qui a 16 ans quand elle arrive à la cour. Alors Junie doit avoir 16 ans quand elle arrive aussi dans la cour du lycée Molière. Et cette Mademoiselle de Chartres est considérée comme très très belle, et donc est très convoitée. Le prince de Clèves tombe éperdument amoureux d'elle, c'est pas réciproque, hein, mais il tombe amoureux d'elle, et ils se marient. Peu après leur mariage, elle va rencontrer le duc de Nemours, et là pour le coup, il y a un coup de foudre réciproque entre ces deux personnes. Alors ils n'ont pas de liaison amoureuse, mais ils s'aiment, et l'amour du duc de Nemours est manifestement sincère à tel point qu'il renonce à ses prétentions sur la couronne d'Angleterre pour elle, et dans le film, il renonce à ses maîtresses. Quant à elle, elle fait très attention de cacher ses sentiments, donc elle cherche notamment à se retirer de la cour, elle va à la campagne, et puis elle va avouer à son mari qu'elle éprouve une passion pour un autre. Alors qu'elle est seule à la campagne, le duc de Nemours essaye d'entrer en contact avec elle 2 soirs de suite, mais elle refuse, et un espion de son mari pense qu'ils ont passé les nuits ensemble et donc le rapporte au mari. Le mari est pris d'une violente fièvre, la princesse va aller à son chevet, lui promet qu'elle ne l'a pas trompé, il la croit, mais il meurt. Après la mort du mari, la princesse va se retirer dans la solitude, elle refuse toute visite. Le duc de Nemours est méga triste, il fait en sorte d'obtenir un entretien avec elle. D'autant que l'Église a validé le fait que le duc de Nemours pourrait épouser la princesse de Clèves après la mort du mari de la princesse de Clèves. Mais quand ils se retrouvent, la princesse de Clèves et le duc de Nemours, eh bien, ils vont mutuellement s'avouer leurs sentiments, mais quant à elle, elle ne voudra pas l'épouser. Elle considère que son mari est mort par leur faute, et donc refuse cette union. Elle souhaite aller au couvent, et la narratrice dit que sa vie laissa des exemples de vertus inimitables. Sans surprise, je ne suis pas non plus hyper fan de la princesse de Clèves. Elle est mariée sans que ce soit son choix, hein, à un homme qui l'aime, certes, mais elle n'a pas choisi, elle, pour le coup. Ensuite, pendant toute la durée de son mariage, elle respecte donc une idée de vertu liée au mariage, hein, devant Dieu, qui fait qu'elle ne le trompe pas. Et donc elle gère comme elle peut la passion amoureuse qui la rend extrêmement triste, hein, envers le duc de Nemours. Mais franchement, on peut rien lui reprocher, à part d'avoir pas assez caché sa passion. Bon, bah elle fait ce qu'elle peut, quoi. Elle va quand même à la campagne et tout, elle se retire de la cour. Et quand son mari meurt parce qu'il n'a pas su gérer ses émotions, elle se sent coupable de sa mort. Et c'est pas du tout, dans le livre, c'est pas critiqué, enfin la narratrice propose pas une vision critique de ça, elle est manifestement d'accord avec son personnage. Donc elle se sent coupable de la mort de son mari, et du coup, elle va sacrifier le reste de sa vie, aller au couvent, au lieu de pouvoir enfin faire ce choix libre d'aimer celui qu'elle aime, en plus dans la légalité de l'église, en l'épousant, etc. Enfin encore un sacrifice de soi poussé à l'extrême, une morale ascétique poussée à l'extrême, une vision de l'amour qui moi me parle pas beaucoup, hein, une vision totalement dans l'absolu, genre si l'amour est consommé, de toute façon il n'a plus de valeur, quoi, quelque part. Et puis je suis pas d'accord, en fait, je suis pas d'accord que c'est de sa faute si son mari meurt, en fait, vraiment pas. Et donc la conclusion, hein, de la narratrice, qui finalement considère qu'elle laissa un exemple de vertu inimitable et donc très admirable, me convient pas non plus. Voilà. Alors, concernant le film, maintenant. Là, pour le coup, c'est un film que je sais pas si je le conseille vraiment. Pourquoi pas? Parce que du coup, c'est assez accessible vu que ça a été transposé dans notre époque contemporaine. Mais il y a 2 problèmes majeurs, sinon plus. Le premier problème, c'est que Nemours est interprété... Enfin, comment dire, le personnage de Nemours transposé dans la modernité, c'est un prof.
Et ça, moi, ça me convient pas du tout. Parce que dans l'œuvre, la princesse de Clèves et le duc de Nemours sont pas dans un rapport de force comme celui-là, le rapport prof-élève. Et franchement, en plus, dans le film, c'est présenté comme si c'était tout à fait normal que le prof couche avec des élèves. Bah non, en fait, pas du tout. Ça va pas ou quoi? Enfin, genre, le rapport de force, c'est ouf. C'est hyper dangereux. Et c'est présenté comme tout à fait normal. Donc déjà, ça va pas. Et en plus de ça, du coup, ça biaise vachement, je trouve, la relation, qui est censée être une relation, je trouve, sur un pied d'égalité, alors que là, c'est pas du tout le cas. Le deuxième problème... Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui dehors. Le deuxième problème que je vois, c'est que on n'arrive pas à savoir finalement si elle est quand même un peu amoureuse d'Otto ou pas, donc du prince de Clèves hein, dans l'œuvre. Et ça, je sais pas, c'est pas hyper convaincant du coup, parce que pourquoi pas partir aussi du principe d'un triangle amoureux? Moi oui, enfin ok, ce serait parfaitement convaincant, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Donc il faut avoir ça en tête, ça veut pas dire que c'est une mauvaise... ça veut pas dire qu'il a pas le droit, hein, Christophe Honoré, de prendre des libertés avec le texte, loin de là, il fait tout ce qu'il veut d'ailleurs, mais il faut avoir ça en tête pour pouvoir réfléchir à... réflexion, ça veut rien dire ça, mais en tout cas se faire une opinion sur les réflexions proposées par Madame de la Fayette quoi. Parce que du coup on n'est plus exactement dans la même configuration. Voilà, après sinon c'est un film très parisien, très bourgeois, mais finalement moi ça c'est ce qui me choque le moins parce que bah, finalement on est à la cour hein, aussi dans l'œuvre littéraire, donc se retrouver au lycée Molière à Paris, pourquoi pas. Alors, on arrive aux Liaisons dangereuses, où là il y aura moins de doutes. Roman épistolaire, hein, paru en 1782, si je ne m'abuse, c'est ça. Et je vais, sans surprise, vous parler de l'adaptation avec John Malkovich dans le rôle de Valmont, Glenn Close qui fait Merteuil et Michel Pfeiffer qui fait Tourvel et Uma Thurman qui fait Cécile. Adaptation de 1700, non, probablement pas, de 1988. Alors, résumons un petit peu les liaisons dangereuses. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont sont tous les deux deux aristocrates, hyper brillants, ils sont graves critiques de la société pudibonde et hypocrite qui les entoure, et ils sont tous les deux libertins. Mais forcément, c'est plus facile pour Valmont d'accumuler les conquêtes au grand jour que pour Merteuil. Elle doit user de beaucoup de subterfuges et d'intelligence pour réussir sans ruiner sa réputation, alors que Valmont, bah, il passe juste pour un gros libertin pourri, mais ok quoi. Le roman épistolaire, c'est le récit du combat qu'ils se livrent l'un contre l'autre. Un combat qui apparaît d'abord comme un jeu de séduction, puisqu'ils sont tous les deux anciens amants. Et puis ça se transforme en rivalité vraiment destructrice qui détruit à la fois eux-mêmes et des victimes autour d'eux. Au début du roman, Cécile vient de sortir du couvent, elle est fiancée au comte de Gercourt. Or, le comte de Gercourt, c'est l'ancien amant de Merteuil qui l'a abandonné un peu comme une merde et donc elle veut se venger de lui. Donc elle va demander au vicomte de Valmont de corrompre Cécile, donc de coucher avec Cécile avant son mariage pour ridiculiser Gercourt. Et Valmont y parvient rapidement. En parallèle, Merteuil met au défi Valmont de séduire la présidente de Tourvel qui est réputée pour sa vertu. Donc voilà, tout ça commence en jeu cruel de séduction, mais ils vont à la fois faire du mal aux autres, se faire du mal à eux-mêmes. Valmont tombe très amoureux de Tourvel, Merteuil à ce moment-là du coup se rend compte qu'elle est jalouse, elle le force à rompre, Tourvel meurt de chagrin, Valmont meurt, méga malheureux de la mort de Tourvel, il se laisse battre en duel. Il donne toutes les lettres échangées avec Merteuil, qui donc va perdre sa réputation. Cécile forcément en souffre aussi au cours de l'histoire. Alors pour le coup, moi, les Légions dangereuses, je suis méga fan. Je sais pas trop comment en parler sans enfoncer des portes ouvertes ou dire des banalités, mais la psychologie des personnages est ouf. La manière dont sont construits les personnages est ouf. Et le fait que ce soit en plus un roman épistolaire, c'est qu'à travers donc, toutes ces lettres, on a tous ces points de vue. Et ces gens qui mentent aux autres et se mentent à eux-mêmes, et ces évolutions des personnages qui apparaissent avec plein de regards différents et de mises en lumière différentes.
On a des personnages qui sont pas manichéens, des situations qui sont jamais manichéennes. Certes, on a des bourreaux et des victimes, mais les bourreaux sont eux-mêmes victimes d'eux-mêmes, et puis... Enfin, je suis pas en train de minimiser le mal que font Merteuil et Valmont à Tourvel, à Cécile, etc. Mais en fait, les personnages sont très complexes, profondément construits, donc comme dans la vraie vie, eh bien les choses sont pas simples. Le personnage de Merteuil, par exemple, est hyper fascinant, hyper profond. Et cette femme qui fait des mauvais choix, mais dont qu'on peut pas rejeter du tout en bloc, enfin c'est pas possible. Les personnages féminins sont hyper intéressants, que ce soit de Merteuil ou Tourvel. Bon, Cécile c'est un peu différent, mais Merteuil et Tourvel sont des personnages hyper bien construits, de femmes. Et en plus c'est un livre où on rit aussi, enfin, quand on peut dépasser justement l'hermétique d'une œuvre du 18e, ce qui peut, je sais, pour beaucoup sembler difficile à aborder. Mais il y a beaucoup de lettres avec des doubles sens, il y a... c'est très très beau hein, d'un point de vue stylistique, et en même temps voilà, ça peut être très drôle à certains moments. Et ça a tout pour nous captiver et nous prendre dans cette histoire dans ce tourbillon où les personnages eux-mêmes sont pris, quoi. Alors concernant le film, en l'occurrence, le film de 88 dont je vous parlais, moi je le trouve absolument génial, porté par des acteurs absolument ouf, et également les décors, les costumes qui sont très beaux, mais alors les acteurs sont incroyables, hein. Tous sont super bons. Et ça suit très précisément le texte, donc on peut accéder au texte à travers ce film qui pour autant se regarde très bien, donc on est vraiment dans un parfait juste milieu pour quelqu'un qui veut aborder l'œuvre, parce qu'on est proche du texte et en même temps toute la scénographie, etc. fait que c'est très accessible. Mais du coup, oui, juste attention. Le moment où Valmont viole Cécile est très enjolivé, alors qu'il peut être très trigger. Et d'ailleurs, c'est toujours problématique, mais c'est vrai aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'on minimise vachement ce viol, en fait, hein, et on le rend même un peu sexy, hein, même plus qu'un peu. Et ça va pas, évidemment. Mais ça, c'était quelque chose que j'étais pas forcément capable de critiquer la première fois que j'ai vu le film, il y a du coup assez longtemps hein, maintenant, et aujourd'hui que je le vois. Mais voilà, je préfère le préciser. Après, sinon, vraiment, c'est une adaptation qui est top. Ça peut être pas mal de regarder l'adaptation et soit de le lire en entier, soit d'en lire quelques lettres. Pourquoi pas? Vous trouverez sur internet facilement les grandes lettres connues, les lettres un peu majeures de ce roman épistolaire. Donc ça peut être pas mal de le faire comme ça par exemple, de lire des lettres et de regarder le film. Alors et pour terminer la vidéo, je vais vous parler de Raison et Sentiments et d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Alors là on est vraiment dans le classique de ce qui a été adapté, réadapté, etc. Mais bon, ça valait le coup quand même d'en parler. On commence par Raison et Sentiments du coup, hein, qui est le premier paru des deux, en 1811. C'est ça, hein, 1811. Et le film que je vais pour le coup ici conseiller, c'est le film de 1995 avec Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant et Alan Rickman, forcément Alan Rickman, merveilleux. Alors, petit résumé. Après le décès de leur père, Elinor, Marianne et Margaret et leur mère se trouvent donc injustement privées de l'héritage, puisque le demi-frère né d'un précédent mariage, qui est un peu un couillon influencé par sa femme égoïste, ne leur donne rien. Donc elles vivent donc un déclassement social en même temps que le deuil de leur père, et elles vont aller s'installer à la campagne dans un cottage. On suit principalement l'histoire d'Elinor et de Marianne dans leur rapport à l'amour. La première est méga prudente et elle cache ses sentiments envers son beau-frère. Elle est méga dévouée à sa famille, etc. Et Marianne, quant à elle, est présentée comme plus passionnelle et cherche à se libérer des conventions. Toutes deux, de toute façon, vivent des chagrins en parallèle. Elinor, qui était donc amoureuse secrètement du beau-frère, le voit partir sans explication, puis apprend qu'en fait il est engagé auprès d'une autre depuis longtemps. Et Marianne, passionnément amoureuse de Willoughby, qui semblait être très amoureux d'elle aussi, et qui était amoureux d'elle, se voit rejetée par lui au profit d'une meuf plus riche quand il se retrouve en difficulté.
Les deux sœurs s'aiment de ouf, elles se soutiennent et évoluent ensemble même si elles sont très différentes. Et finalement, après moult péripéties, Marianne va épouser le colonel Brandon, qui est un homme qui l'aime depuis longtemps et qui est profondément gentil et honorable. Et Marianne finira par épouser celui qu'elle aime, Edward, qui s'est lui-même fait larguer comme une merde quand sa fiancée a appris qu'il était déshérité pour l'avoir choisi. Alors, Raison et Sentiment, comme Orgueil et Préjugés, sont des livres que j'ai beaucoup lus à l'adolescence. Donc j'ai dû lire Orgueil et Préjugés en troisième, Raison et Sentiment en seconde ou en première, et je ne considérais pas que c'était de la littérature. C'est horrible. Pour moi, c'était des romans un peu à l'eau de rose de femmes, mais parce que c'est une femme et parce que ça raconte des histoires de femmes. Et comme j'avais cette misogynie intégrée de ouf, j'avais limite un peu honte d'aimer ces romans. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais je pensais pas que c'était de la littérature. Je trouve ça ouf. Enfin bref. Et donc je les ai beaucoup lus à l'époque, et il y a quelques années, je les ai relus. Je les ai relus en anglais, du coup j'ai voulu faire l'effort de les lire dans le texte pour voir. C'est pour ça que j'ai l'édition anglaise. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est des chefs-d'œuvre et pas pour rien. Et alors, plein de choses. D'une part, ça se lit très bien parce que c'est hyper bien construit en termes de trame. Donc pour le coup, Jane Austen, elle est super forte quoi, pour faire des rebondissements et en même temps faire évoluer ses personnages de manière très progressive et très juste. On a donc une psychologie des personnages qui est méga fouillée, méga profonde, méga juste. Des personnages très intéressants dans leur construction, des personnages de femmes fortes. Typiquement, dans Raison et Sentiment, les hommes sont très passifs en fait, hein. Ce sont les femmes qui décident qu'elles soient plutôt bonnes ou égoïstes, dans le cas par exemple de Fanny. Mais ce sont les femmes en fait qui drivent l'histoire et qui sont au centre de l'histoire et qu'on suit. Par ailleurs, là aussi, rien n'est manichéen. On a des réflexions portées sur les personnages par la narratrice, mais c'est jamais à l'emporte-pièce. Par exemple, certes, Marianne a sûrement été pas assez prudente, mais on n'est pas en train de la condamner pour ça en fait. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, elle critique cette prudence extrême d'Elinor. Dans cette volonté qu'Elinor a de se sacrifier, de rester constante, de ne pas montrer ses émotions, etc. Et donc voilà, il y a plein de choses que je trouve très intéressantes dans ce livre. La sororité entre les deux est super forte et super puissante et très agréable à suivre. Le choix par Marianne du colonel Brandon à la fin de l'œuvre est très puissante aussi. Ce choix qui est fait, c'est pas vraiment un plan B en fait. C'est pas comme ça que, certes, elle était passionnément amoureuse de Willoughby, ça s'est pas fait, mais on a des amours différentes. Et l'amour pour Willoughby est effectivement un amour très passionnel, et l'amour pour le colonel Brandon est un amour plus calme. Mais le colonel Brandon est un homme tellement gentil, profondément gentil, admirable, et pour en faire un partenaire de vie, c'est chouette aussi. Marianne aime le colonel Brandon différemment qu'elle aimait Willoughby, mais c'est pas grave en fait. Et alors, dans le livre, c'est un peu plus compliqué que dans le film. Elle va pas directement se rendre compte finalement je vais voir Brandon et c'est trop cool et tout, mais pour autant c'est vraiment très, très intéressant de suivre aussi cette évolution-là et cette réflexion sur les amours. Le film, moi je le trouve très bien. Je sais c'est pas forcément consensuel, il y a plein de gens qui trouvent qu'il est neuneux et qu'il respecte pas la complexité de l'œuvre et qui du coup qui prend beaucoup de facilité. Alors c'est vrai qu'il y a des facilités de prise, hein. Je parlais notamment du choix de Marianne à la fin du roman, mais franchement je trouve que c'est quand même vraiment pas mal, c'est assez proche du livre, c'est même très proche du livre, et les acteurs sont très bons. Franchement, Emma Thompson pour Elinor, Kate Winslet pour Marianne, toutes les deux sont très justes. Et là, mention spéciale à Alan Rickman, que j'aime énormément et qui je trouve fait un colonel Brandon hyper convaincant. Et tellement gentil, on a tellement envie de l'aimer, franchement.
Donc non, c'est très agréable à regarder. N'hésitez pas, c'est très très agréable à regarder. Et ça peut être effectivement une porte d'entrée pour ensuite lire les œuvres qui sont beaucoup plus riches évidemment. Et dans les œuvres, on a le regard du narrateur, on a beaucoup plus d'éléments, et puis on a le texte, tout simplement, parce que la littérature et le cinéma sont deux arts différents, mais voilà, c'est vraiment bien. Et enfin, pour cette vidéo en tout cas, on va finir avec Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés, toujours de Jane Austen, qui est du coup paru 2 ans après Raison et Sentiment en 1813. Et je vais conseiller la version de la BBC de 1995 avec Jennifer Hale dans le rôle d'Elizabeth Bennet et Colin Firth dans le rôle de Darcy. Je parlerai un tout petit peu de la version de 2004-2005 avec Keira Knightley, mais je suis moins fan, même si je la rejette pas en bloc. C'est vraiment la version de 95, c'est vraiment un délire quoi, donc on va surtout vous parler de ça. Petit résumé, on est à Longbourn sous le règne de George III. On suit la famille Bennet et la mère, Mrs Bennet, veut absolument marier ses 5 filles, et on la comprend parce que pour assurer leur avenir en tant que meufs, elles n'ont pas trop le choix puisqu'elles ne peuvent pas hériter de leur père. Elisabeth, c'est la deuxième des 5 sœurs, c'est une meuf brillante, cynique, ou en tout cas cynique au début du livre. Et l'élément perturbateur, c'est qu'il y a un nouveau voisin qui arrive, Bingley, c'est un homme qui est jeune, qui est riche, qui est beau, donc forcément c'est une cible potentielle. Et très vite, lui et Jane, l'aînée de la famille, vont tomber amoureux. Et pendant qu'Elisabeth trouve les sœurs de Bingley et son ami Darcy assez insupportables de prétention. Finalement, donc, les sœurs de Bingley et Darcy convainquent Bingley d'éviter une telle mésalliance avec Jane. Forcément, ça accentue bien l'antipathie d'Elisabeth envers Darcy. Et en parallèle, Elisabeth se laisse un peu avoir, mais c'est pas de sa faute, mais par des rumeurs sur le passé manifestement cruel de Darcy. Finalement, péripétie, Darcy avoue son amour à Elisabeth, très maladroitement, mais il lui avoue son amour. Et elle, clairement, elle rejette directement sa demande en mariage, lui énonce tous les reproches qu'elle a à son égard, voilà, c'est un enfoiré quoi. Darcy, très malheureux, lui écrit pour se justifier des différents reproches qu'elle lui a faits, et lui dit qu'il ne l'importunera plus. Finalement, de nouvelles péripéties provoquent de nouvelles rencontres entre eux, et Elisabeth va changer d'opinion à son égard, elle va tomber amoureuse de lui, et encore après quelques merdiers, ils finissent par se marier, ainsi que Jane et Bingley. Bon, comment parler d'orgueil et préjugés, là, sans aussi dire que des banalités. On a une trame qui est méga bien construite. C'est pas pour rien que c'est genre, voilà, que c'est une œuvre qui est adorée. Voilà, la trame est méga bien construite, on est à fond, on peut difficilement ne pas être à fond. Le personnage d'Elisabeth est hyper bien construit lui aussi. C'est un personnage de femme très forte, très brillante, et en même temps avec ses faiblesses, et qui se trompe, mais qui évolue. Pareil pour le personnage de Darcy, qui évolue vachement au fil du roman. On a une réflexion très intéressante sur les classes sociales et sur la violence de classe, et un regard critique, un regard sans complaisance sur la société de l'époque. Et voilà, et puis pour le coup là, une vision de l'amour et du relationnel qui est méga juste, très inspirante. Donc non, franchement elle met des ingrédients qui peuvent faire qu'un truc hyper réussi. Et là aussi, pendant longtemps, comme pour Raison et Sentiment, moi j'avais l'impression que c'était pas de la très grande littérature. Non, en fait c'est de la très grande littérature pour le coup. Et c'est très drôle aussi, j'oubliais de le dire, mais c'est très drôle. Et la plume de Jane Austen, le regard du narrateur porté sur les personnages, etc. C'est vraiment très marrant. Donc voilà. En termes de film, je trouve que l'adaptation de la BBC de 95 est magistrale. Vraiment. Donc c'est en plusieurs épisodes, donc forcément ils ont le temps d'être très proches du texte et de ne pas trop skipper d'événements. Ce qui est important pour comprendre l'évolution des personnages
et cette justesse dans l'évolution progressive. Les acteurs sont ouf, le couple Jennifer L. Colin Firth est hyper convaincant. L'un comme l'autre, ils sont hyper convaincants, hyper justes. T'as l'impression que chaque regard, chaque port de tête, chaque intonation de la voix ne pouvait pas être plus parfait. Je pense ça aussi de la version des Liaisons dangereuses. Ce côté genre la perfection de la prise quoi, le truc est parfait. Enfin voilà, c'est oufissime. Enfin, il y a des scènes vraiment d'anthologie quoi. Je dirais quand même sur la version donc avec Keira Knightley, là je sais plus si c'est 2004-2005, c'est Joey Wright hein, le réalisateur. Il y a des choses intéressantes et notamment des acteurs, actrices, surtout des actrices qui sont ouf. La mère dans cette version là, Mrs. Bennet est géniale. La tante de Darcy est géniale aussi. Et c'est des personnages que je préfère dans cette version là par rapport que dans la version de la BBC de 95. Mais de manière générale, voilà, c'est vrai que je suis une grande fan de la version 95 BBC. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je me concentrerai sur le 19e siècle. Il y aura de quoi faire. Et dans la dernière vidéo, sur le 20e siècle. Donc n'hésitez pas voilà, à commenter, à partager vos avis et opinions. Je vais essayer de sortir les 3 vidéos assez rapidement, là pour le coup à quelques jours d'intervalle. Parce que ce sera plus sympa d'avoir tout ça un peu ensemble, avec plein d'idées de films à regarder pendant le confinement, dans son canapé ou dans son lit, enfin voilà. Et je vous souhaite du courage pour celles et ceux pour qui le confinement est difficile. Et du coup à bientôt pour la prochaine vidéo.